Voilà, on est tout bon. Et le chat, et j'ouvre. Voilà. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce live organisé par Innovating Teachers Academy. Je m'appelle Dounia Chamberlain, je suis enseignante et fondatrice de INTA. J'ai créé cette plateforme d'une simple idée. Les enseignants s'épanouissent quand ils sont connectés, quand ils sont soutenus et quand ils sont inspirés les uns par les autres. Sur la plateforme, maintenant que vous êtes membre, nous proposons d'abord une communauté bienveillante et inspirante. Nous proposons aussi des formations par des enseignants et pour des enseignants centrées sur les vrais défis de la classe. Nous proposons des ressources pédagogiques prêtes à l'emploi pour enrichir vos cours. Et nous proposons des lives interactifs comme celui-ci sur différents thèmes que nous rencontrons chaque jour dans nos classes. Le live de ce soir est organisé de cette manière. D'abord, nous aurons une présentation des deux invités. Ensuite, elles parleront de leur expérience. Puis, nous aurons une discussion sur la classe autonome et ses principes. Nous aurons aussi une présentation sur la méthode Potentia. Et finalement, nous aurons un moment pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions durant les présentations, je vous suggère de les écrire dans le chat et nous y reviendrons à la fin du live pour y répondre. Voilà. Alors, plongeons dans notre sujet du jour qui touche tous les enseignants. Comment construire une classe autonome, vivante et engageante? J'ai la joie d'accueillir deux invités exceptionnels. Juline Anquetin-Rault et Léa Lemayeux. Merci à toutes les deux d'être avec nous ce soir. Alors, je vous présente d'abord Juline. Juline est professeure et pédagogue, créatrice de la pédagogie de la classe autonome. Elle forme chaque année plusieurs centaines d'enseignants en France, en Europe et au Canada. Elle est également la fondatrice de l'Institut pédagogique Anquetin-Rault et son objectif est clair, diffuser cette pédagogie vivante à travers des formations et du matériel pédagogique. Léa a un parcours atypique. Initialement ingénieure en imprimerie et QSE, elle s'est tournée vers l'enseignement il y a 4 ans et demi. Elle enseigne aujourd'hui les matières générales à l'école de production Boisard, dont la philosophie est faire pour apprendre. Elle s'est récemment formée auprès de l'Institut Anquetin-Rault et vient partager avec nous son expérience concrète. Alors pour commencer, j'aimerais donner la parole à nos invités afin qu'elles nous partagent leur parcours et leur expérience. Alors je vais commencer avec Juline. Juline, pouvez-vous nous raconter ce qui vous a amené à développer et transmettre la pédagogie de la classe autonome? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonsoir à tous. Ce qui m'a amené à développer la classe autonome, c'était tout simplement une frustration. J'enseignais déjà depuis 10 ans. J'avais fait du collège, j'avais fait du lycée, j'étais en CFA, donc centre de formation d'apprentis, donc avec des élèves qui sont en classe qu'une semaine sur 3. Le reste du temps, ils sont chez les boulangers, les bouchers, les pâtissiers pour apprendre leur futur métier. Et je me suis retrouvée face à une frustration de comment je vais faire pour leur faire retenir des choses sachant qu'ils ne révisent pas, c'est-à-dire ils ont un statut de salarié, donc ils sont à l'école, et ensuite quand ils vont chez le boulanger pendant 2 semaines, je sais très bien qu'ils ne révisent pas, qu'ils n'ouvrent pas le classeur. Ensuite, j'avais des classes extrêmement hétérogènes, puisque j'avais des personnes qui arrivaient ici, qui avaient redoublé plusieurs fois, j'avais des personnes qui venaient d'arriver en France, qui parlaient très peu encore le français, et j'avais des personnes qui avaient un master, qui avaient 45 ans et qui faisaient une reconversion professionnelle pour devenir boulanger. Donc il y avait cette frustration-là de, OK, c'est un public très particulier, très hétérogène, c'est un rythme très particulier, comment on va faire
pour qu'ils apprennent. Moi, c'était l'histoire-géographie en plus, donc ils étaient vraiment pas là pour faire ça. Donc c'est venu de là, c'est venu de la frustration. D'accord, ouais, bah oui, c'est pas facile quand on a un public hétérogène comme ça. Et surtout s'ils ne parlent pas tous la même langue. Et est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont, selon vous, les plus grandes résistances que rencontrent les enseignants lorsqu'ils découvrent cette pédagogie? Euh, Bah, il y a des enseignants qui vont tout de suite s'en emparer. Et pour eux, la principale résistance va peut-être être, la fabrication. Il va falloir créer, fabriquer, trouver des idées de conception. La deuxième résistance, ça va être sur des profils d'enseignants qui ont déjà testé plein de choses et qui se disent, ah, encore un énième test, une énième pédagogie. Euh, et pour le coup, beaucoup d'enseignants que j'ai rencontrés qui m'ont dit ça, quand ils ont trouvé la classe autonome, ils m'ont dit, ah, mais en fait, c'est comme la dernière pièce d'un puzzle, c'est-à-dire que d'un seul coup, tout s'aligne et tout ce qu'on avait pu tester avant, là, devient efficace parce qu'on a essayé de penser à un maximum de choses. Troisième résistance, ça va être d'oser mettre les élèves en autonomie. La peur. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. Moi, j'ai eu peur hein, la première fois où je les ai lâchés complètement en autonomie. Et c'est pour ça qu'on vient donner des clés dans les formations pour dire ne vous inquiétez pas, nous aussi, on est passé par là. Et en fait, quand on vous donne toutes les clés, toute la structure, vous allez voir que c'est plus simple. C'est pas toujours simple, mais c'est beaucoup plus simple. Donc ça va être ça, les principales résistances. Et c'est très important de donner justement les outils aux enseignants pour qu'ils puissent vraiment les utiliser dans leur classe immédiatement. Et c'est souvent là une peur de pas avoir, de pas savoir comment faire. Et surtout, ben, en tant qu'enseignant, quand on nous donne une nouvelle pédagogie, on commence l'année scolaire et on nous amène une nouvelle pédagogie, on se dit, ah ben c'en est une énième. Et c'est bien de comprendre comment elle intègre différentes pédagogies et ajoute à notre boîte à outils. Ben, merci Exactement. beaucoup, Juline, pour ce partage. Je vais maintenant me tourner vers Léa. Léa, pourquoi avez-vous choisi de vous former à la classe autonome? Alors, la façon dont j'en suis arrivée à me former à la classe autonome, elle est extrêmement atypique et c'est un gros concours de circonstances. Je viens pas de l'éducation à la base. Je suis pas au niveau de l'éducation nationale. Je suis dans le privé, donc je suis dans une école privée qui n'est pas rattachée à l'éducation nationale. Et je me suis rendu compte assez vite, et mon directeur également, que j'avais des grosses difficultés avec les classes d'élèves que j'avais, puisque je suis sur un niveau CAP Bac Pro. Et il m'avait invité à faire des formations, justement, et proposé de faire des formations pour que je puisse gagner en expérience. Je suis encore une toute jeune prof. J'ai vu un papier qui traînait sur le coin d'une ancienne collègue. Et c'était un papier qui parlait justement de la classe autonome. Et donc, je suis tombée sur ce papier-là. J'ai vu, j'ai dit, bah, je vais essayer. Ça a l'air intéressant. Et je pense que Joe et Juline doivent encore s'en rappeler. J'ai validé mon inscription le vendredi à midi, juste avant le début de la formation, qui était le samedi matin. Donc voilà, ça s'est vraiment fait par un très gros hasard. Et quand je suis arrivée, je crois que j'étais la seule qui disait que je ne sais même pas pourquoi je suis là. J'ai vu de la lumière, je suis rentrée, je ne sais pas de quoi on va parler. Excellente histoire, vraiment. Ça Voilà. montre qu'il faut vraiment garder un esprit ouvert pour de nouvelles choses, parce que ça peut faire une grande différence dans notre métier. Tout à fait. Et pourriez-vous nous dire comment cette pédagogie a-t-elle changé votre manière d'enseigner au quotidien? Quel a été le plus grand déclic pour vous en tant qu'enseignante? Alors, ce que ça a changé, pour moi, beaucoup moins de fatigue. Vraiment, c'était le gros problème que j'avais et je m'épuisais, je m'épuisais, je m'épuisais. Et comme je voyais pas de retour en face de la part de mes élèves, c'était d'autant plus frustrant de se dire, bah, je mets moi tout ce que j'ai à disposition, donc qui est bah, mon parcours scolaire et des expériences que j'ai pu avoir avec mes différents professeurs. Et il n'y a rien qui se passe, mais parce que je suis sur un public qui est particulier, donc je suis dans le même cadre que Juline avant, c'est que j'ai des élèves de plein de niveaux différents, de plein d'horizons différents. J'en ai effectivement qui sont presque allophones, j'ai des MNA, donc des mineurs non accompagnés, j'en ai eu quelques-uns sur mes premières années.
et j'y arrivais pas. Et je me fatiguais, je m'épuisais. Et grâce à la classe autonome, bah déjà, j'ai changé complètement mon regard sur eux parce que je ne suis plus à me dire, bah, en fait, ils comprennent rien, j'y arrive pas, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est eux? Sinon, en fait, ils sont tous capables de faire quelque chose. Faut juste leur amener la connaissance de la bonne façon. Ça, c'est très intéressant. Ouais, ouais, c'est tellement important de, sa- de, de prendre conscience que les élèves y arrivent, mais il faut juste de nouveau leur donner les connaissances pour qu'ils puissent construire avec et pouvoir s'exprimer. Ah non, c'est très intéressant. Merci. Euh, Nous allons maintenant entrer un peu plus dans le cœur de notre sujet, donc la pédagogie de la classe autonome. Donc, je vais retourner vers Juline. Et Juline, alors quels sont selon vous les grands principes qui permettent à la classe autonome de transformer le quotidien d'une salle de classe? Ben, la première chose, c'est que dans la classe autonome, on va couper le temps. On va pas rester pendant 1 heure ou 2 heures sur la même posture et sur la même façon d'enseigner. Donc, on coupe une séance en trois. On fait 25% du temps une leçon où on garde ce qui est traditionnel, ces informations descendantes, où on explique des choses, où on dialogue, où on pose des questions aux élèves. 25% du temps. 15% du temps, on fait une vérification. Donc, on va faire des quiz sur ce qu'on vient de voir dans la leçon, sous plein de formes, avec ce qu'on a. On peut le faire avec du numérique, mais on peut le faire avec une ardoise, avec du papier, on fait avec ce qu'on a. Et ça permet d'ancrer tout de suite la connaissance, de consolider. Et la troisième partie, 50% du temps, le professeur se met en retrait. Et il a préparé l'environnement en amont. On a un plan de travail qui est donné à chaque élève, une feuille avec la liste de tous les ateliers à faire. Et l'élève va les faire dans l'ordre qu'il veut, avec qui il veut, tout seul ou avec des camarades, et autant de fois qu'il le souhaite. Il peut recommencer les ateliers autant de fois qu'il le souhaite. Et tous les ateliers sont autocorrectifs. Donc, ils se corrigent dans un classeur de correction. Et après, il vient faire valider à l'enseignant. Et moi, je mets un petit tampon pour dire c'est bon, l'atelier A, tu connais bien tes dates sur la Révolution française. Je valide cet atelier. Tu peux aller en faire un autre. Et si vous avez bien calculé, il reste 10%. Les 10% qui restent, c'est le temps informel. C'est le temps de rentrer, de faire l'appel, de ranger. Donc ça, c'est la première chose. On coupe le temps en trois. Deuxième chose, en classe autonome, on a 20 catégories d'ateliers possibles qui vont permettre de s'adapter à toutes les matières et à tous les niveaux. Donc, on va piocher dans les 20 catégories selon l'objectif pédagogique qui va être le nôtre. Est-ce qu'on doit apprendre par cœur? Est-ce qu'on doit s'entraîner à un oral? Est-ce qu'on doit découvrir une notion? Est-ce qu'on doit rédiger? Est-ce qu'on doit apprendre à faire un exercice? Est-ce qu'on doit connaître un protocole dans un ordre particulier? Donc, voilà, selon les objectifs, on va avoir 20 catégories d'ateliers. Et donc, c'est cette idée vraiment qu'on va apprendre en faisant, en se trompant, en collaborant avec les copains, en s'auto-corrigeant. C'est tellement important d'apprendre en faisant et de ne pas avoir peur de faire des erreurs et que vraiment on apprend de nos erreurs. C'est là où on apprend le mieux. C'est vraiment tellement important. Et pourriez-vous partager un exemple concret d'enseignants ou d'élèves qui ont particulièrement évolué grâce à cette approche? Oui. Alors, je peux vous citer le cas d'une enseignante que j'ai formée en Bretagne il y a 2 ans et demi maintenant. Donc, je l'ai formée, elle est venue se former avec une autre collègue à elle, elles étaient deux. Et 3 mois après la formation, j'ai reçu un petit mail trop mignon où elle me dit, écoute Juline, il faut que je te dise, ma famille me trouve rayonnante. Tout le monde me dit que j'ai le sourire, que j'ai la pêche. Et je pense que c'est vraiment grâce à la classe autonome parce que je me sens mieux dans mon métier. J'ai retrouvé la joie de créer, d'enseigner. J'ai retrouvé un rapport tellement plus sain et plus fluide et sans tension avec mes élèves qu'en fait, je rayonne même dans ma vie personnelle. Et elle était tellement rayonnante qu'elle a convaincu 15 de ses collègues dans son établissement que je suis allée former l'année dernière. Et quand je suis arrivée, ils m'ont tous dit, mais elle était tellement convaincue qu'elle nous a convaincus. Oh, mais Donc ça, quelle c'est belle pour histoire!
Ouais, qu'avec le professeur. Et pour les élèves, oui, moi j'ai vu plein d'élèves progresser beaucoup plus vite. J'ai vu des élèves apprendre des dates par cœur sans voir le temps passer, alors qu'encore une fois, c'est des élèves qui sont en CAP, qui n'ont pas forcément envie de faire ça, qui ont un passif très très complexe, très très douloureux avec l'école, et qui pensaient qu'ils n'étaient pas capables de faire ça. Et d'un seul coup, progresser, on a vu les notes augmenter, on a vu les taux de réussite aux examens augmenter. Donc c'est très motivant en fait. C'est-à-dire que quand on commence la classe autonome, on voit à quel point ça fonctionne. On a envie de continuer et de passer du temps à créer, plastifier, découper, fabriquer. Voilà, et c'est là la joie de l'enseignement et là la joie de l'apprentissage. Et on voit comme la joie est tellement importante pour pouvoir aller de l'avant. Merci. Avant de poser ma prochaine question à Léa, je vois juste, est-ce que Léa, vous pourriez nous dire quelle matière vous enseignez, juste comme ça on sait. Ok, alors en matière, je fais du français, de l'histoire, géographie, EMC, des maths, des sciences et de la PSE. Et est-ce qu'avec toutes ces matières, toutes ces matières s'adaptent à la classe autonome? Toutes. Je le fais Toutes. absolument sur toutes. D'accord. Alors, ben voilà, je reviens vers mes questions. Alors, concrètement, qu'avez-vous mis en place dans vos cours grâce à cette pédagogie? Ben pour l'histoire, déjà, je suis passée quasiment à 95% uniquement sur de la classe autonome. J'ai repris beaucoup du travail que Juline avait mis à disposition et je l'ai adapté sur le format que je peux moi faire en cours, puisqu'il y a certains ateliers que je ne peux pas mettre en place ou qui ne fonctionnent pas. On a eu quelques problématiques avec les téléphones portables, par exemple. Donc, Oui. nos élèves ont interdiction stricte du téléphone portable à l'école. Donc, il a fallu trouver une solution. Je suis encore un petit peu en train de galérer sur ce point-là, mais la solution va finir par arriver, je le sais. Pour les maths et sciences, ben, j'ai appris ça une semaine avant la rentrée. Donc, Mm. comme je dois faire tous mes cours, parce que je suis pas très adepte de juste prendre un livre et de le suivre, je suis en train de faire tous mes cours, pareil, à 95% sur de la classe autonome. Je garde quand même plusieurs séances de théorie pure ou dédiées à comment dire, à certains outils. Leur apprendre à faire une mind map, ils savent pas forcément. Leur apprendre à bien trier leurs cours, leur apprendre des petites techniques un peu pour réviser, etc. Sur la PSE, en première année de CAP, j'ai 4 chapitres en classe autonome et les 6 autres sont en cours classique, mais j'essaye à certains moments d'emmener des niveaux différents dans les exercices parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment important. Mhm. Et sur le français, je dois avoir quelques ateliers aussi, quelques chapitres en classe autonome, surtout sur les notions un petit peu studieuses, les figures de style, les conjugaisons. En fait, ça s'y prête très bien dans le sens où, moi, mes élèves, ils me le disent à chaque fois, ils me disent, mais madame, on vient en cours pour jouer avec vous. Ah, Voilà. excellent. Ouais, tellement important d'avoir, de nouveau, on retourne vers ce plaisir d'apprendre et ce plaisir d'enseigner. Et Léa, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'élève ou de situation qui illustre le changement que cela a produit dans votre classe, à part, bien entendu, cette joie d'apprendre? J'ai 3 exemples qui sont pas mal. J'en ai un, donc c'est avec un élève de l'année dernière en CAP deuxième année. Euh, on va l'appeler Jérôme. Je sais pas, prends un nom au pif. On va l'appeler Jérôme. Jérôme, c'était un élève au début de l'année, donc au niveau familial, le contexte familial est très lourd. Il se passe plein de choses à côté, donc il n'a pas forcément la tête à venir en cours. C'est un élève qui est brillant. Il est extrêmement intelligent, il se sent pas à sa place dans sa classe parce qu'il y a d'autres élèves qui sont plus en difficulté, donc il s'ennuie. C'est quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup alimenté et c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétiteurs dans son profil. Voilà, Juline va comprendre. Et où en fait, justement, dès que je suis passée avec moi, c'était une guerre ouverte. Il ne pouvait pas me supporter. Mais vraiment, j'entendais tous les noms d'oiseaux pour me caractériser dans la cour. Il voulait pas venir en cours. Il faisait exprès d'arriver en retard. Il faisait exprès de pas avoir son matériel. Enfin, il était vraiment dans la provocation. J'ai fait la formation. C'était le week-end juste avant les vacances d'octobre. Donc, révélation, c'est trop bien, c'est trop génial. Allez, hop, premier chapitre que je fais, c'est l'histoire et j'attaque tout de suite dessus après les vacances. On n'a qu'une semaine de vacances en octobre dans mon école. Je suis arrivée, j'ai dit, allez les gars, on fait ça, vous allez voir, c'est trop cool. En 2 heures,
parce que j'avais un cours de 2 heures. Je l'appelais comment? Jérôme. Il est venu me voir à la fin. Il m'a dit, Madame, je vous détestais. Maintenant, je vous adore. Et tout le reste de l'année, c'était le premier à, dès que je demandais des responsables pour le maître du temps, le maître des matériels, c'était le premier à se dire, moi, je veux le faire, je veux le faire. Il vérifiait que tout soit rangé. Dès qu'il me croisait dans les couloirs, ah, madame, vous savez pas. Enfin, en fait, ça a vraiment ouvert une porte. J'avais plus ce statut de la prof qui est là pour casser les pieds, mais vraiment juste de, OK, on va faire ça, comment tu fais? OK, tu vas plus vite, tiens, tu as encore à faire. Et en plus, je lui mettais un petit peu au défi de je suis pas sûre que tu arrives à le faire, celui-là. Tu penses que tu peux y arriver? Ah ouais, madame, vous inquiétez pas, je vais le faire. Il était vraiment mais reboosté à fond. Et malgré, il a eu vraiment beaucoup d'autres moments difficiles après ça. euh, Ben, j'ai pu être un interlocuteur privilégié avec lui parce que ça a aussi amené à venir me parler, venir discuter et donc de pouvoir discuter aussi avec les autres collègues pour dire, bah, écoutez, en fait, cet élève-là, il est brillant, mais là, il est en difficulté et c'est pas juste en lui rentrant dans le lard que ça va Ouais, changer quoi que ce soit. ouais, tout Donc, à ouais, fait, ouais. j'ai cet élève-là, j'ai un deuxième élève, pareil, très timide par contre, très très timide, très renfermé, à vouloir faire beaucoup, beaucoup dans son coin, pas beaucoup parler, et surtout à pas avoir des très bonnes notes. Euh, à chaque fois, on sentait qu'il essayait, mais il carburait sur un 9, sur un 10, et on sentait qu'il voulait faire plus. Et en fait, à partir du moment où j'ai mis ça en place, déjà, le fait de pouvoir bouger dans la classe, de pouvoir choisir avec qui travailler, s'il voulait travailler tout seul, j'autorisais la musique à cette époque-là, bon, maintenant je peux plus. Il a fait une progression, mais un bond énorme et c'était toujours le premier à répondre, c'était toujours le premier aux interros, parce que j'ai changé aussi le format des évaluations que je faisais. Et vraiment, c'était incroyable, une révélation. Alors que c'est triste de le dire comme ça, mais avec l'ancienne vision que j'avais, très académique, très faut que tu bûches, faut que tu travailles, j'aurais pas parié sur lui. Ouais. Voilà. Et la Ah, troisième expérience, c'est mon nouveau collègue qui est arrivé l'année dernière. Pareil, il avait énormément la vision académique. Je lui ai fait donc découvrir l'école et il était en immersion avec moi pendant une journée. Premier cours où il est arrivé, c'était avec des deuxièmes années, donc qui me connaissaient très bien. On a passé le cours à énormément rigoler. Et il m'a dit, je comprends pas, tu arrives à rigoler avec eux. Par contre, quand tu dis au boulot, ils s'arrêtent tous, ils vont tous faire quelque chose. Et en fait, il y a la bonne ambiance, il y a beaucoup de travail et ils connaissent quoi. ouais. Ben, c'est Donc très voilà. bon. Merci pour ces trois histoires. Elles sont très inspirantes et j'espère que beaucoup de nos participants sont aussi inspirés que moi. Merci beaucoup. Euh, au-delà de la classe autonome, Juline, vous avez également développé la méthode Potentia. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Euh, En fait, je me suis rendu compte que la pédagogie de la classe autonome, sans la bonne posture de l'enseignant, ne fonctionnait pas. Qu'on pouvait mettre le plus beau matériel soit-il dans les mains des élèves, si nous, en face, on n'a pas la bonne posture, le bon comportement, on n'est pas modélisant, le matériel ne fera pas le travail tout seul. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des clés à avoir sur la posture et qu'on pouvait les transmettre aux enseignants. Donc, c'est voilà, une formation qu'on a créée d'une journée qui donne une dizaine d'outils, vraiment de compétences psychosociales qui sont de plus en plus mises en avant. En tout cas, nous, en France, ça y est, ça commence à arriver là, à l'école. Et donc, voilà, c'est des petits outils vraiment parfois très simples, mais tellement efficaces. Ça peut être apprendre à animer un cercle de parole. Ça peut être déceler justement les types de profils. Donc, on parlait tout à l'heure du compétiteur, mais il y en a d'autres. Il y a l'animateur, le novateur. Enfin, apprendre à déceler les types de profils chez nos élèves pour pouvoir utiliser euh, le bon levier. Je vous donne un exemple. J'ai un élève, pendant 4 ans, il est arrivé en retard. 4 ans, tous les jours en Wow. retard. Et un jour, j'ai compris qu'il avait justement dans sa personnalité un gros profil compétiteur. Et donc, je lui ai dit, écoute, à la semaine prochaine, de toute façon, tu seras en retard. Ça fait 4 ans que tu es en retard, je te parie que tu seras en retard. Et il est arrivé 5 minutes en avance. Et voilà, Parce il que a eu un défi. j'avais activé le défi, pour lui, ça fonctionnait. Mais par contre, je peux faire ça avec un élève qui n'a pas ce profil-là, ça ne fonctionnera pas. Selon le type de profil, on va utiliser les bons leviers. C'est ce qu'on apprend dans cette formation Potentia, c'est vraiment
comment on va mieux déceler le comportement, la psychologie de la personne qui est en face de nous pour trouver la bonne motivation pour cette personne. Ça peut être, bah tiens, toi, tu peux aller travailler avec ton copain. Si c'est quelqu'un qui a un profil de participatif, pour lui, c'est trop génial de travailler avec quelqu'un. Inversement, un compétiteur, il va préférer être indépendant, travailler par lui-même. Oui, c'est tellement important de voir que chacun de nos élèves est différent, donc se comporte différemment, les choses qui marchent, les choses qui marchent pas. Et donc, il faut pas seulement différencier notre matériel, mais il faut aussi différencier notre manière d'être en contact ou notre relation avec chaque élève. C'est exactement ça. Et en fait, moi, je vais même jusqu'à, je ne parle pas de la même façon, je ne m'adresse pas de la même façon selon le profil que j'ai décelé en face de moi. Si j'ai un profil solidaire, je vais toujours m'agenouiller, je vais toujours me mettre au niveau de la table. Je vais me mettre à son niveau. Si j'ai quelqu'un en face plutôt qui a un profil qui bouge, qu'on appelle l'animateur, je vais pouvoir parler plus fort, je vais pouvoir faire des blagues, je vais pouvoir aller vite. Au contraire, les profils de gens qui sont beaucoup plus calmes, qui sont dans la contemplation, dans l'observation, je vais réduire légèrement mon débit de parole. Donc c'est aussi voilà c'est ça voilà la posture. On va être dans la bienveillance, on va être dans l'écoute, dans l'exigence bien sûr, c'est très important, mais vraiment essayer d'aller déceler le potentiel de chaque élève. C'est pour ça qu'on l'a appelé Potentia. C'est comment on révèle le potentiel de chaque personne. D'accord. Et donc, ça vient vraiment bien compléter la pédagogie de la classe autonome. Mais oui, j'en suis persuadée que ça vient donner des billes, des clés en plus pour mettre en pratique dans ces classes une posture qui va faire des relations apaisées avec les collègues et avec les élèves. Et comme enseignante, si j'étais intéressée, est-ce que je dois prendre la formation de la classe autonome avant de prendre la formation sur la méthode Potentia? Je crois qu'on a les deux cas, Joe. Il me semble, tu me confirmes, mais je crois qu'on a les deux cas. On a eu des gens qui ont commencé par la classe autonome et qui ont envie ensuite de faire du Potentia. Et je crois qu'on a eu l'inverse. On a eu des gens qui sont venus faire Potentia et dans lequel on parlait de la classe autonome et qui ça leur a donné envie de se dire, ah, mais en plus, elle a d'autres clés à me donner sur la pédagogie. Donc, euh, je crois que peu importe l'ordre, ça fonctionnera. D'accord. Ah, ben c'est très bien à savoir ça. Et ben, Léa, vous avez suivi la formation Potentia après celle de la classe autonome. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en pratique avec vos élèves et quels résultats avez-vous observés? Alors, déjà, avant les élèves, il y a beaucoup que j'ai pu mettre en pratique pour moi et comprendre aussi comment je fonctionnais et comment je voyais les choses et que les gens voient pas toujours les choses comme moi. Alors, ça paraît évident, mais quand on est avec des élèves, on se dit, ah ben, alors, pas je suis le prof et je vais leur imposer ça, mais c'est encore plus marqué, je trouve, à leur âge, de par le fonctionnement qu'ils ont. Et la formation Potentia bah, m'a permis aussi de comprendre justement que mes élèves fonctionnent pas tous comme moi. Ce qui fonctionne pour moi ne marche pas pour eux. Et c'est pas un souci de ma part de pas savoir leur transmettre. C'est juste que non, eux ne fonctionnent pas comme ça. Donc, il faut que je trouve autre chose. J'avais toujours un peu cette impression qu'il y avait certains élèves, je les fatiguais. Ah, mais je les saoulais comme pas possible parce que je suis très énergique. Pareil, moi, faut que ça avance, faut que ça bouge. Et j'en voyais, ils étaient là, ils me regardaient, et je voyais le dépit dans leurs yeux, quoi. Et je comprenais pas. Et maintenant, bah, je sais, ah ben tiens, c'est parce que lui, ouais, effectivement, il a un profil plutôt comme ça. Telle personne a un profil plutôt comme ça. Je le vois aussi avec mes collègues où je sais, il y en a avec qui j'aimais pas particulièrement travailler. Maintenant, je sais comment ça fonctionne un petit peu plus, donc ça me simplifie les choses. C'est pas miraculeux non plus, mais ça apaise pas mal de choses. Et au niveau des outils, le cercle de parole m'avait énormément marqué. Et en fait, c'est un outil que j'utilise de plusieurs façons. La première, c'est... alors, j'ai 10 classes différentes, 11 classes différentes. Donc, je ne peux pas malheureusement le faire sur toutes les classes, surtout quand j'ai qu'une heure par semaine. C'est malheureusement un peu compliqué. Je cherche encore une solution à ça. Mais sur les classes où j'ai 2 heures, voire 4 heures, c'est un outil que j'aime bien utiliser déjà au début de l'année pour faire D'accord. connaissance, pour leur montrer que bah, on va rompre un petit peu avec le collège ou avec l'enseignement que vous avez connu. Et surtout, ben, apprendre à les connaître. C'est aussi un outil que je mets à la disposition des élèves, c'est-à-dire que les élèves peuvent à n'importe quel moment venir et m'en demander un.
Et j'avais un élève l'année dernière qui m'en a demandé un, deux fois parce qu'il avait besoin justement de ce temps où il est écouté et où il peut s'adresser à ses camarades. On a réglé pas mal de conflits d'ailleurs avec cet outil-là. Je m'y attendais pas, mais ça s'est très bien passé. Par contre, il faut que ça soit fait vraiment très, très bien cadré. Et après, donc, c'est un outil aussi que j'utilise quand je les sens, quand je sens que ça a quelque chose qui va pas. L'année dernière, à peu près vers la fin du Ramadan, j'avais des élèves, ça n'allait pas, ils n'arrivaient pas à se concentrer, même avec les ateliers, c'était redevenu un calvaire avec certains. Et je comprenais pas. Je dis, OK, on pose tout, on met les chaises, on fait petit portrait chinois pour bien mettre tout le monde dedans, on pose une ou deux questions pour introduire le sujet. Et après, vraiment, la question de, bon, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Et chacun, ils ont commencé à expliquer. Alors, au départ, c'est très timide. Et puis là, il y en a un qui commence à balancer le colis. Et là, tous, ah oui, effectivement, nanana. Et ça a permis vraiment de calmer, de les apaiser et de leur permettre de se sentir vraiment écoutés. Vraiment, bah ouais, ok, vous êtes humain, moi aussi, ça va pas, bah ok, ça va pas, ok, c'est un cours où il y en a, où il y a moins, on fera plus la prochaine fois, mais là, vous n'êtes pas capable de faire plus, vous ne pouvez pas faire plus, on va trouver des solutions. D'accord, bah, très intéressant. Et est-ce que vos élèves, ils ont quel âge vos élèves? J'ai à peu près de 14 à 22 ans. D'accord. Est-ce que Et c'est mélangé possible sur de une même faire ça? classe. Oh, pardon, pardon. Pardon, et mélangé sur une même classe, c'est-à-dire que c'est pas une Oh. classe de 14 ans, 16 ans, non, c'est vraiment, j'ai des classes où j'ai un élève qui a 14 et j'ai une autre élève, elle a 22. Ah, mais ça, Donc, c'est pas évident, hein? Vraiment pas oui. évident. Et est-ce que c'est possible d'utiliser ces stratégies avec des élèves du primaire, donc des petits? Oui, je l'ai utilisé avec mes nièces et leurs amis, où ça commençait à partir un peu en eau de boudin, à faire des bêtises un peu dans tous les sens. Ça voulait pas écouter les parents n'en pouvaient plus parce qu'ils étaient fatigués. Je dis, ah, venez, venez, on va faire un truc, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Incroyable, génial. D'accord. Juline, donc vous avez aussi des enseignants chez vous qui sont donc de tout, qui prennent ces formations, ils sont de tous les niveaux, du primaire au secondaire ou... Ah oui, oui, complètement. Que ce soit la classe autonome ou la formation Potentia, on a des enseignants qui se forment venant de tous les horizons parce que la classe autonome, elle s'adapte à toutes les matières et à tous les niveaux. Donc, on forme on peut former du primaire, on forme beaucoup, donc du secondaire, collège, lycée, lycée agricole, lycée pro. On peut former jusqu'à l'université sur des licences, des masters, ça fonctionne très, très bien. Et la formation Potentia, c'est vraiment des outils. Donc, c'est même pas juste les enseignants, c'est tous les gens qui travaillent avec des adolescents. Donc, ça peut être aussi des animateurs, des éducateurs. C'est de l'humain, en fait. C'est du bon sens et de la psychologie. Donc, ça peut fonctionner aussi pour les surveillants dans les écoles. Je pense aux AESH qui aident les élèves en situation de handicap. Enfin, on peut former vraiment toute une équipe pédagogique d'un établissement sur cette formation potentielle. Ah, ben ça, c'est excellent, ouais. Donc, si nous avons des participants de différents niveaux, donc vous pouvez tout à fait, ça marche pour votre niveau aussi, pour l'âge de vos élèves. Si je peux Complètement. rajouter quelque chose, Oui, bien sûr. je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps, après la formation, donc vraiment la formation Potentia, j'ai énormément apprécié de la faire parce que quand j'ai mis la classe autonome en place, donc j'ai fait classe autonome en octobre et Potentia en février. Entre ce mois de novembre, décembre, janvier, j'avais commencé à mettre la classe autonome en pratique et j'ai quand même eu pas mal de couacs de bah ok, là je tente quelque chose, ça marche pas. J'ai eu des très bons résultats assez rapidement, mais aussi beaucoup de murs, en fait. Je me suis pris quelques murs. Et la formation Potentia, elle a vraiment apporté cette dimension de, ah ouais, en fait, de la pédagogie toute seule, ça va pas. Si moi, j'ai pas la bonne posture, si j'ai pas le bon état d'esprit, comment je peux l'emmener à mes élèves? Et il y a une réflexion que je me fais énormément. À chaque fois que je commence à sentir une situation que ça va pas, soit moi je m'énerve, soit je rentre en tension, soit il y a un élève, il y a quelque chose qui se passe, il n'arrive pas à travailler. Je me dis toujours, il y a la petite voix dans ma tête. Ok, elle ferait quoi, Juline, à ce moment-là? À chaque fois, je repense un peu à tout ce qu'elle nous a expliqué. Je dis, OK, ah oui, donc non, là, faut que j'aille plutôt de ce côté-là. Si je m'énerve, si je rentre en conflit, ça ne changera pas. OK, on va y aller avec le smile. On va y aller avec le sourire et on va voir comment on peut régler ça. Ah, ah bah, excellent, ouais. Bah, c'est la bonne attitude, hein. Il faut essayer de trouver des solutions et des fois, il faut regarder un peu de notre côté, pas seulement dans ce qu'on donne aux élèves ou de voir comment les élèves apprennent, mais aussi qu'est-ce qu'on peut changer dans notre manière de faire pour que
ça puisse influencer ou aider les élèves. Ouais, ben, merci beaucoup. Merci pour toutes les deux pour ces partages riches et inspirants. Avant de passer à la section donc des questions et des réponses, j'aimerais juste vous annoncer donc deux grandes nouvelles ou deux nouvelles importantes. D'abord, la prochaine session de la formation Potentia aura lieu le samedi 24 octobre. Donc, vous pouvez déjà, les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez trouver le lien dans le chat. Là, on va vous mettre le lien, comme ça, vous aurez le lien direct pour vous inscrire. Aussi, la deuxième nouvelle, c'est que nous avons créé donc un groupe de discussion sur la classe autonome. On vous a envoyé à tous une invitation pour joindre le groupe, donc vous pouvez décider si vous voulez joindre ou pas. Et cet espace, c'est un espace entre enseignants pour partager vos idées, pour demander des questions, pour partager des ressources autour de la classe autonome. Ici, il n'y a pas d'experts, mais vous avez plein de collègues, donc d'autres enseignants qui échangent et qui s'entraident. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme j'ai dit au début, on a une communauté internationale. Vous pouvez vraiment voir ou parler avec des gens qui sont dans un contexte pédagogique différent du vôtre et peut-être qui ont différentes manières parce qu'ils n'ont pas les mêmes restrictions avec les programmes ou des choses comme ça. Donc, je vous suggère chaudement de joindre ce groupe de discussion. Il est ouvert maintenant et il restera ouvert toute l'année. C'est vraiment un endroit pour vous, pour échanger, pour poser vos questions. Et il faut pas avoir peur de poser n'importe quelle question. Elles sont toutes la bienvenue. Et on est là justement pour s'entraider. Alors maintenant, nous allons ouvrir un temps de questions-réponses. Donc, dans les participants, si vous avez des questions, moi je regarde dans le chat, je n'en vois pas encore, mais après cette présentation, est-ce que vous avez des questions pour Juline et Léa? Mettez-les dans le chat et comme ça, moi je vais leur demander, je vais leur lire. Juste en cas où, la formation Potentia est donc le 24 octobre 2025 à 17 heures à Paris, en France. Elle est en présentiel. Là, je vois qu'il y a une question. Sur quoi s'appuie la formation Potentia? La formation Potentia, elle s'appuie beaucoup sur l'approche neurocognitive et comportementale, l'ANC, qui a été développée par un médecin qui s'appelle Jack Fradin. Donc, elle s'appuie beaucoup, beaucoup sur sur ces travaux qu'il a mené une grosse partie de sa carrière. Et donc, c'est lui qui a mis en place les types de profils, les deux types de motivation primaire et secondaire, le fonctionnement du cerveau, comment on fonctionne quand on est en groupe, enfin voilà, tout ce qui est comportemental et cognitif. D'accord, excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je regarde. Est-ce que quelqu'un dans les participants, vous auriez des questions? C'est votre opportunité de demander les questions à nos deux expertes, Juline et Léa. Là, j'en ai un pour Léa. Combien de temps pour préparer un cours en classe autonome? Ça va énormément dépendre. Si je pars d'un cours que j'ai déjà de près, donc je veux dire vraiment la structure de cours, et c'est juste ajouter des ateliers, en moyenne, en une semaine, j'arrive à faire un chapitre avec une dizaine d'ateliers, en travaillant à peu près 2 heures, 2 heures et demie par jour dessus. Alors quand je dis faire les ateliers, c'est uniquement les créer, c'est pas toute la partie impression, découpage, plastifiage, etc. Voilà, ça si vraiment, vraiment, si je dois écrire le cours, si je dois créer les ateliers, si je dois imprimer et mettre sous forme matérielle les ateliers, si je m'y mets à fond à raison de 2 heures et demie par jour, j'en ai pour une semaine et demie, 2 semaines, à peu près. Et si jamais j'ai juste des ateliers à créer, c'est plus. Ça m'est déjà arrivé en une soirée de faire 5-6 ateliers assez facilement. D'accord. Donc, comment vous organisez donc la préparation? Est-ce que vous regardez des unités d'une semaine, de 2 semaines, et puis vous préparez tout ce qui se passe pendant ces 2 semaines, ou comment est-ce que vous vous organisez?
Alors, je prépare un chapitre en entier. En fait, je travaille par chapitre, je travaille pas par temporalité. Oui, c'est pas bien. Normalement, on est censé prévoir un nombre d'ateliers par séance de cours. Ça, j'y arrive pas encore très très bien. Mais comme j'ai une latitude au niveau de mon emploi du temps, enfin par rapport aux cours, j'ai toujours une idée vague de combien de temps ça va durer et j'ai des semaines de rattrapage parce qu'il y en a certaines qui sautent à cause de différents événements, etc. Donc en général, je vais créer un chapitre, je vais voir la taille du cours que ça va me faire, combien de pages ça me fait. Je vois aussi la quantité de notions et la complexité de notions que ça fait travailler. Et en fonction de ça, en fait, je vais me dire, je voudrais tel exercice, je voudrais travailler tel point de telle façon différente. Je visualise un petit peu ce que je veux faire. Parfois, c'est déjà arrivé que j'ai pas du tout d'idée. Ben, là, j'utilise l'IA. Je vais demander à l'IA, je lui dis voilà, je travaille avec deux IA en parallèle, avec Mistral IA, qui est une IA européenne française, si mes souvenirs sont bons, et avec Claude. Juline, Claude est mon meilleur ami. Ben oui, ben oui. Tout le monde est amoureux de Claude. Et en fait, je lui dis, voilà, j'ai un cours avec telle notion. Par contre, il faut vraiment bien le guider. J'ai un cours avec telle notion, je veux travailler de telle façon, je veux que l'atelier il soit faisable tout seul sur une durée de tant de temps. Je veux que ça soit... En fait, voilà, en le guidant bien, il va commencer à donner une idée, un petit squelette. Et après, bah, je prends ça et puis je dis, OK, il m'a donné telle idée. Maintenant, moi, je vais aller chercher, je vais voir ce que je trouve un petit peu dans mes vieux bouquins de quand j'étais à l'école dans ce que j'ai comme idée. Et en fait, j'utilise pas mal ça pour créer et je fais toute ma mise en page sur Canva. Canva est royal. Mais je ne suis pas D'accord. rémunérée. Non. Et est-ce que vous pouvez recycler ce que vous créez pour différentes classes? C'est facile à Oui, apprendre des activités d'une matière à une autre? ah, complètement. Complètement. Par exemple, là, pour les chapitres d'EMC en CAP, quand je les ai créés, on était encore sur l'ancien programme, donc il y en avait quatre. Là, on est passé sur deux thèmes cette année. J'ai recyclé énormément de choses que j'avais faites précédemment pour les intégrer. J'ai juste rechangé la mise en page pour que la direction artistique soit la même. Mais ça m'arrive aussi d'utiliser des ateliers de EMC en français ou alors d'amener justement un peu de français en cours d'histoire avec un ou deux ateliers où ils vont quand même travailler les notions, mais ils vont aller un petit peu plus sur le français, sur les maths. J'utilise aussi de la PSE. En fait, je fais les liens entre tous mes cours. Et là, ce que je suis en train de travailler cette année, c'est d'intégrer carrément les ateliers dans les cours de classe autonome. Ah. C'est en réflexion, je suis encore un peu brouillon sur comment je visualise ça. Ah, d'accord, ah, c'est très intéressant. Et Juline, vous aviez dit au début qu'il y avait une enseignante qui était vraiment très excitée après avoir inspirée, excitée après avoir pris votre formation sur la classe autonome. Et après, vous avez dit qu'il y avait d'autres personnes de l'école qui ont s'y joint. Est-ce que ça aide beaucoup d'avoir plutôt une équipe de la même école qui vient se former ou... Ça dépend du profil. Ça dépend du profil. C'est-à-dire que là, cette enseignante-là, très clairement, elle avait le profil des participatifs. Donc, elle aimait transmettre, travailler à plusieurs, travailler en équipe. C'était mieux pour elle. Donc, oui, c'est sûr que c'est plus facile quand on a ce profil-là, de se sentir soutenu, d'avoir une équipe avec qui échanger, avec qui collaborer, avec qui partager des idées. J'ai beaucoup d'enseignants d'établissements où je suis allée, où les enseignants m'ont dit, c'est vrai que c'est génial qu'on soit formés tous ensemble. Mais j'ai également formé des gens qui venaient tout seuls, hein, qui venaient tout seuls de leur établissement et qui ont aimé aussi faire à leur sauce, être indépendants, être libres de faire comme ils avaient envie. Donc c'est vraiment des types de profils. Euh, mais c'est vrai que quand on est formé ensemble dans un établissement, la charge de travail va être moindre. Parce qu'on va pouvoir s'échanger entre je prends l'exemple des profs de mathématiques, par exemple, et ben, s'ils sont trois à être formés en même temps, il y en a un qui va dire, bah, attends, moi, je vais faire les ateliers sur les fractions, toi, tu fais les racines carrées, et puis moi, je vais faire les fonctions affines, quoi. Et donc, ça évite de tout créer. Et effectivement, Léa a raison d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé il y a 7 ans, je mettais une cinquantaine d'heures pour créer des chapitres de classe autonome. Aujourd'hui, je sors exactement la même quantité en 8 heures. Wow. Parce que j'ai les outils, parce que je sais où aller, parce que j'ai les bons réflexes et parce que l'intelligence artificielle va me permettre aussi de créer plein de super beaux ateliers
Donc, c'est un outil qui est aujourd'hui qu'on utilise beaucoup en formation de classe autonome. Et j'ai une question, cette question vient de moi, pardon. À Innovating Teachers Academy, donc sur la plateforme, nous approchons des écoles et donc les écoles viennent vers nous et demandent d'avoir des formateurs qui viennent, qui se déplacent à l'école pour donner la formation à tous les enseignants de l'école. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi? Oui, alors nous, on propose plusieurs façons de se former. En fait, on peut se former en établissement, ce qu'on appelle les formations in situ. Donc, on se déplace. Donc, c'est moi ou ça peut être les formatrices de l'équipe de l'Institut qui sont toutes des formatrices exceptionnelles, qui sont toutes encore enseignantes, hein, qui travaillent avec des élèves. Donc, elles amènent vraiment une expérience concrète de la classe autonome. Elles la pratiquent tous au quotidien. On peut se former sur des sessions, ce qu'on appelle hominem, c'est ce qu'a fait Léa, c'est-à-dire qu'on propose plusieurs fois dans l'année des sessions à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse. Et voilà, les personnes viennent, soit une personne ou deux d'un établissement viennent se former à ce moment-là, mais c'est exactement la même formation. Et maintenant, il est aussi possible de se former à distance. Donc là, on Voilà. lance la formation en ligne pour que les gens puissent se former à leur rythme, de chez eux. À tête reposée. Voilà, c'est la nouveauté de cette rentrée. On a travaillé avec toute l'équipe cet été sur cette formation en ligne à distance. Donc, il y a toutes ces possibilités pour que chacun puisse trouver la formation qui lui convient. D'accord, ce qui est assez important pour notre communauté, puisque nous avons une communauté très internationale. D'accord. Eh bien, je crois que quand je regarde dans le chat, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. J'aimerais vous remercier toutes les deux pour vous être joints à nous et pour vos témoignages et votre générosité. J'aimerais aussi remercier tous les participants qui sont venus. Je pense que là, vous avez vraiment entendu et découvert des techniques ou des méthodes qui marchent bien dans la classe et qui peuvent changer un peu euh, euh, vos journées à l'école. Et avec tout ce qu'on a entendu, ben vraiment, ça peut les rendre plus inspirantes, ça peut être plus motivant pour les élèves et pour vous. Donc, j'espère que vous allez joindre ces formations et puis aussi joindre la communauté pour pouvoir échanger et puis grandir ensemble. Donc voilà, j'aimerais vous remercier et vous voir à très bientôt sur Innovating Teachers Academy. Je vous rappelle que nous, on a des lives, on a un live par mois et donc vous êtes la bienvenue de joindre. Il y en a qui sont en anglais, il y en a qui sont en français, mais sur sur des méthodes très différentes qui sont vraiment centrées sur ce qui se passe dans vos classes. Alors, merci beaucoup Juline et merci beaucoup Léa. Merci beaucoup. Et Merci. si vraiment vous voulez vous rendre compte concrètement de ce que ça donne dans une classe, à quoi ça ressemble des outils de classe autonome, vous avez plein de photos sur Instagram, sur le compte classe.autonome. Et là, on voit vraiment dans la classe à quoi ça ressemble. Ah ben super, voilà, il y a un endroit pour aller regarder. Et bien entendu, ben, venez aussi sur la plateforme, nous avons l'information. Vous pouvez toujours nous joindre et nous demander si vous avez besoin de plus d'informations. Vous pouvez m'envoyer un email et je vous répondrai avec, avec l'information qu'il vous faut. Merci beaucoup. Je vois que beaucoup de gens disent merci. Il y a vraiment des bons retours. Et donc, j'ai enregistré cela et je vais le mettre sur notre site, donc sur notre plateforme. Comme ça, c'est accessible pour vous pour aller la revoir et peut-être prendre note de toutes ces bonnes stratégies. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Bonne Au revoir, soirée. Au bonne revoir. soirée. Euh, comment je Merci les éteins filles, c'était trop l'enregistrement? intéressant votre échange. Je vous fais un petit... Attendez, je vais juste éteindre l'enregistrement. Alors, il est où?